Bonjour à tous et bienvenue dans les interviews Skill to Sell. Aujourd'hui, je reçois Anthony pour parler d'une aventure qui s'appelle Boon Manager. Salut Anthony. Bonjour François. Alors, avant de te laisser te présenter, Boon Manager, moi j'étais amené à l'utiliser pendant quelques temps quand ma précédente société s'est fait racheter par le groupe CTG qui l'utilisait. Ah, Et du cool. coup, j'étais curieux et je suis aujourd'hui content de pouvoir avoir un des fondateurs qui témoigne à ce micro. Et moi, Je te laisse je te le découvre présenter? en live que tu as été utilisateur, donc ravi de l'entendre. Je te laisse te présenter? Ouais, bah écoute, bah moi, donc Anthony, voilà, Lambert, et Lambert, c'est une importance parce qu'on est trois frères D'ac associés dans l'aventure. d'accord, Voilà, bon, en quelques mots, bah, j'ai 39 ans, je suis du Nord, à Lille, bah, depuis, on va dire, la sortie de mon école, bah, j'ai tout de suite démarré cette aventure avec mon grand frère Tanguy. euh, d'accord. à la Boot Manager donc. Euh, je pense que est-ce que tu veux que je te présente déjà dès maintenant Boot Manager Ah bah, on l'activité. va expliquer ce que fait le j'ai dit que je l'utilisais, mais j'ai pas dit pourquoi je l'utilisais, donc je te laisse, Suspense. présenter Voilà. tout. Bah, en tout cas, dès ma sortie d'école, il y a mon grand frère Tanguy qui est venu me voir. Il m'a dit Anthony, il faut absolument qu'on crée une boîte ensemble. On savait pas forcément quoi, mais bon, on est plutôt parti dans la démarche de on a envie de créer une boîte ensemble, mais maintenant il faut trouver l'idée. Et lui était un ingénieur d'affaires et responsable d'agence chez Alten, une grande ESN française. Et rapidement, en brainstormant sur divers concepts, on s'est rendu compte, bah tiens, il y avait un coup à jouer sur le fait de mettre à disposition des ESN, donc les sociétés de conseil, des sociétés de conseil d'ingénierie, un outil qui aide les recruteurs et les commerciaux à être plus performants. Donc leur mettre à disposition un ATS, donc une CVTech, et un outil de CRM. Ce couplage est extrêmement important dans le milieu de la prestation intellectuelle. Donc l'idée est partie de là. Et après, bon, on a évolué sur le fait qu'on puisse aller bien plus loin que l'ATS et la CRM en devenant un outil de gestion d'affaires, collecte des temps, des frais, des absences et gestion de la facturation et tous les liens qui sont souhaitables quand on arrive dans un outil ERP, dans le milieu ERP où on a besoin de faire des liens avec les outils de compta, de paie et divers outils indispensables lorsqu'on est gérant, gestionnaire d'une société de conseil. Voilà, en quelques mots. Et tu as dit que donc il y avait 3 Lambert dans l'histoire, Boon Manager. Le Ouais. troisième e Lambert, c'est a rejoint l'aventure comment? Alors, déjà, il était peut-être pas là dès le début, mais s'y était toujours intéressé de loin, du moins. Il nous a rejoint. Enfin, c'est nous qui sommes venus le chercher après 7 ans, voilà, d'activité. Euh, D'accord. voilà. Et aujourd'hui, bon, il fait partie des meubles. Hein. Mmh. Oui, j'en parle comme si il était arrivé depuis le début. C'est presque tout comme. Quoi. Voilà. Donc c'est Loïc. Voilà, le troisième. 7 ans, sur une aventure qui a déjà plus de 15 ans aujourd'hui, Oui, exactement. avec une particularité, que j'espère qu'on va avoir le temps de creuser, c'est que vous êtes une entreprise 100 remote depuis le début et bien avant que ça devienne la mode. Oui. Peut-être, tu attends que je m'explique sur ce sujet, j'imagine. Ah, j'ai beaucoup d'interrogations sur ce sujet et surtout, comment vous avez réussi à être 100 personnes Ouais, et comment vous avez réussi à créer une culture d'entreprise, faire développer la boîte, avec une forte croissance? Parce qu'aujourd'hui, je crois que vous êtes à peu près à 10 millions de chiffre d'affaires, en exactement. étant 100 remote en étant en croissance chaque année. Alors, déjà, c'était pas forcément désiré ce modèle au départ. Voilà, Tanguy, donc avec qui j'ai créé quand on a eu l'idée de se lancer ensemble, il était à Lille, tout comme moi. Mais voilà, il se trouve que la ville, les femmes, voilà, des causes externes ont fait qu'il a dû bouger à Brest. D'accord? Au moment où on était en train de chercher notre idée de création de société. Donc, bon, ça nous a pas arrêté. On est resté chacun de son côté, donc lui à Brest et moi à Lille. Et au départ, c'était pas une question. Quand t'es créateur, tu te dis, bon, on n'a pas besoin de prendre le local, surtout quand on est chacun dans une ville. On se serait sûrement posé la question plus naturellement si on était restés tous les deux à Lille. Et au fur et à mesure, déjà, on s'est rendu compte très rapidement que ça nous allait bien, qu'on arrivait à être efficace chacun de son côté. Et ce qui fait qu'on s'est même pas posé la question de prendre des locaux pour accueillir notre premier salarié. Et d'ailleurs, le premier salarié qu'on a recruté, bah, il était ni à Lille ni à Brest. Donc on a reproduit le modèle. Juste,
Voilà, on travaillait un peu notre réseau. Ça démarrait à Rennes, après à Paris, à Bordeaux, à Toulouse. Bon, je te cache pas que quand on est arrivé à 10, 15, 20 personnes, on commençait à se dire, tiens, euh, est-ce que ce modèle est périn de rester en full remote, de pas avoir de locaux? euh, On s'est pas longtemps posé la question. Par contre, on n'était pas forcément, comment ça dire, à l'aise à le communiquer à l'extérieur. On était même honteux. C'est assez, là maintenant, c'est tout l'inverse, hein, mais on n'assumait pas le fait d'être une société sans locaux. Pour nous, ça faisait petite boîte. Ça faisait aussi ovni. Ça pouvait faire pas très sérieux pour surtout des sociétés d'une certaine envergure qu'on cherchait à attirer à l'époque. Euh, mais voilà, quand on a commencé à passer le cap des 15-20 personnes, on l'a assumé pleinement avant le Covid. On commençait déjà à bien communiquer sur notre modèle et sur les questions que tu commences à me poser, là, comment réussir à mettre une culture d'entreprise sans locaux, c'est déjà pas évident quand on arrive à voir tous les jours ses collaborateurs. Donc comment ils s'y sont pris les frères Lambert là. Euh, et peut-être là j'ai envie de développer là si tu veux Ouais, les moyens vas-y, ouais, qu'on met j'ai en place. vraiment envie que tu développes, ouais. Ouais, en tout cas, voilà, il y a une phase, en tout cas, c'était pas un modèle voulu, c'était un modèle au départ pas assumé totalement, et maintenant on en est extrêmement fiers depuis de nombreuses années. Et pourquoi on en est fiers? Déjà parce que ça permet de répondre à des vrais enjeux de société où on a besoin de pouvoir bien cloisonner, enfin avoir un bon équilibre entre la vie pro et la vie perso. Alors c'est paradoxal, ce qu'on peut se dire en bossant de chez soi, c'est peut-être même très compliqué, parce qu'on se retrouve à travailler pour certains dans leur salon, ou alors pour ceux qui ont moins cette chance d'avoir une pièce séparée même dans leur chambre. Donc là, on pourrait se dire que la délimitation de vie privée pro est pas évidente, mais voilà, je pense que tu t'en doutes, hein, pourquoi on arrive à assurer un bon équilibre grâce à ça, si c'est bien fait, si c'est bien pratiqué. Parce que déjà, simplement pour les questions juste de temps, hein, sur une journée, on fait économiser à certaines personnes 1 à 2 heures de temps De passé dans les transport. transports. Voilà. Euh, alors comment on s'y est pris pour, euh, pour réussir à mettre en place une culture d'entreprise, un vrai sentiment d'appartenance à notre société? Je vais pas dire c'est simple. Au départ, c'était pas évident de créer déjà une ambiance en étant 3, 4, 5. On a tenté plein de sujets. En plus, à l'époque, c'était pas forcément très mature, les outils de communication à distance. Il y avait Skype et c'est tout, en fait, à l'époque. Ouais, voilà, il y avait d'autres outils dont j'ose même plus dire les noms parce que ça commence à faire vieux maintenant. Euh, voilà, on se voyait au départ très peu, on communiquait très peu. Quand je dis on se voyait, à distance du moins, hein, parce que les webcams c'était pas évident de les mettre. Euh, à l'époque, on n'avait pas forcément des rituels importants de se retrouver en séminaire plusieurs fois par an, c'était 1 fois par an. Donc voilà, le modèle a bien changé depuis, hein. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on on a toujours mis beaucoup d'énergie pour se dire, mais tiens, comment on peut faire pour que des gens qui sont pas dans des locaux, qui voient un logo, une enseigne en arrivant tous les jours, tous les soirs, à longueur de journée, dans un bureau classique, aient le sentiment d'appartenir à une vraie société avec une culture dans laquelle ils se projettent, quoi. Euh, Vous avez eu, en termes de progression de salariés, vous avez embauché tout de suite votre premier salarié. Il y a eu quelle croissance, en fait? Et on était, justement, en fait, comment ces rituels se sont mis en place? on était très lentement déjà. C'est ça que quand les outils n'étaient pas encore bien prêts, c'était pas si grave, parce qu'on est resté très longtemps, une dizaine de collabs, au moins voilà, pendant les 5 à enfin jusqu'à l'arrivée de Loïc, voilà, jusqu'à la 7e année. Et à partir de la 7e année, là, on a commencé à être un peu plus agressif sur les recrutements. Et là, c'est sur les 4 dernières années, on a recruté une vingtaine de personnes par an. On est passé voilà, de 20 à 40 à 60. Là, actuellement, on est à 80. On n'est pas encore à 100. Tout à l'heure, tu as parlé de 100. C'est la step d'après. D'accord. On Je devrait pense y qu'il y a être. des journalistes qui ont anticipé, en fait, et je Ouais. me suis mal documenté, alors. Bon, en tout cas, on y arrive. Voilà. Et pour répondre à ta question, en fait, voilà, ce qui est important, les premiers sujets qu'on essaie de travailler déjà, c'est nos valeurs. Enfin, c'est tout bête, hein, mais tout le monde le fait, mais n'importe quelle société traditionnelle a besoin de travailler ses valeurs, sa vision, euh, voilà, des éléments différenciants qui vont donner envie aux collaborateurs de se dire, mais tiens, je suis fier de faire partie de cette société. Bon,
nous, l'élément différenciant, sans parler là des valeurs et de la vision de la boîte, bah, c'est déjà, je fais partie d'un ovni dans le monde du travail. Bon, ça a été un des premiers éléments de sentiment d'appartenance où on est fier de faire partie d'une des premières sociétés en full remote qui décide de passer le cap des 5, 10, 15, 20 personnes. Il y en a très peu. Alors, il y en avait très, très, très peu en France. Il y en a toujours très peu. Donc, mais bon, maintenant, c'est plus suffisant, hein. À l'époque, donc ça évolue tout le temps, en fait. Mais on s'est toujours remis en question sur, tiens, qu'est-ce qu'on peut trouver comme idée pour donner envie à nos collaborateurs de se dire, tiens, chouette, j'ai vraiment beaucoup de chance de faire partie de cette société. Il y a le produit, le service qu'on apporte, il y a le modèle qu'on a réussi à créer. Après, bon, ça c'est très classique, mais c'est le sujet, je pense que tes auditeurs, tu peux être intéressé de connaître, c'est de développer énormément des notions de rituels. Euh, et quand tu es à distance, bon, ces rituels, nous, on les fait passer un maximum par Slack, D'accord. qui est, qui est un outil maintenant qui est très connu. Il y en a bien d'autres qui existent, qui sont des très bonnes solutions aussi, mais où on se retrouve avec des chaînes pro. Voilà, la chaîne All Bounders, où il y a c'est l'équivalent de tous les collaborateurs, les chaînes par service, des chaînes par microservice. Donc ça, c'est que des thèmes plus ou moins, enfin très pro. Et après, on se retrouve aussi avec des chaînes plus ou moins pro, hein, pour le coup, CrossFit, méditation, cuisine, voilà, voilà, et qui aide à créer des rituels réguliers entre toute la boîte, entre des services ou après entre des collaborateurs sur des affinités qu'ils peuvent avoir. Et ça, c'est un des piliers, je pense, pour réussir à faire en sorte qu'à distance, il se crée des bonnes relations, c'est de réussir à créer des prétextes pour qu'on se retrouve de manière régulière. Euh, Après, il y a aussi une chose qu'on aime bien dire, le full remote, ça marche si on arrive à se voir aussi pour de vrai. Euh, et plus on prend de l'ampleur, plus on se rend compte que c'est nécessaire de réussir à se retrouver voilà, dans la vraie vie, dans des lieux physiques. Aujourd'hui, on se retrouve au moins 3 fois par an dans des séminaires. Donc ce qu'on ne met pas dans des locaux, si parfois aussi c'est une question, alors tiens, le full remote, c'est génial pour l'entreprise, ça leur permet d'économiser des loyers. Au final, quand on fait les bilans, quand on fait le bilan, ce qu'on met pas dans les locaux, on le met largement dans les séminaires qu'on propose, parce qu'on fait en sorte de marquer le coup, avec des lieux très sympas, avec des activités bah, qui, qui permettent de créer voilà, des bons souvenirs, pas que juste pour déconner, hein, aussi voilà, des bons souvenirs enrichissants avec des interventions qui apportent à nos collaborateurs. Ça coûte aussi parce que c'est des événements qui durent 3-4 jours, du mercredi au vendredi, parfois jusqu'au samedi. Sur ces jours-là, même si on fait du team building, même si on essaie de créer de la valeur pro, bah, c'est quand même des jours non travaillés. Ouais. Donc ça chiffre aussi, si on prend le montant des séminaires plus ces jours non travaillés, aujourd'hui c'est plus du tout un choix économique. Enfin ça l'a jamais été, mais en tout cas c'est vérifiable maintenant quand on regarde les Ah, comptes. vous avez choisi d'investir dans du bien-être et dans, on va dire, du rituel plus que dans des locaux, c'est tout en fait. Exactement, voilà. Et moi en tout cas, je sais pas, on l'a pas abordé depuis tout à l'heure, mais je suis pas du tout un défenseur plus que ça du remote, hein. Il se trouve qu'on a créé une société en full remote et voilà, ça, on a trouvé notre équilibre là-dedans. Je peux très bien comprendre qu'une société qui a démarré avec des très beaux locaux et dont dans les valeurs ça fait partie, on va dire, voilà, de l'ADN de la société de se retrouver, que le remote soit compliqué et surtout de faire de l'hybride. Nous, on le connaît dans le sens inverse, les gens qui viennent pas en séminaire et qu'on se retrouve intégrés dans des événements enfin ils se retrouvent sur Zoom alors qu'on est sur site, c'est super dur de partager le moment avec eux. Donc je comprends très bien l'effet inverse. Quand on est une société avec des locaux, ceux qui sont pas là en même temps pour certains rituels ou certaines réunions, c'est très compliqué. Tous vos collaborateurs remote sont en France ou il y en a qui ont profité du fait d'être en remote pour pouvoir en fait être digital nomade? Non, on n'est pas du tout dans un mode digital nomade. Ça, c'est dans le contrat, ils sont recrutés sur leur lieu voilà, de domicile. Ils peuvent aller faire du coworking. On a un budget de 200 euros par mois, c'est pour ceux qui veulent, qui en ont besoin. C'est plutôt rare en fait qu'ils soient utilisés, étonnamment. Pour certains, en fonction de leur contexte familial, voilà, les événements qu'ils peuvent avoir, c'est pratique pour pouvoir bosser dans de bonnes conditions, parce que c'est ça qu'on leur demande, hein. Vous pouvez travailler de chez vous, enfin vous devez travailler de chez vous parce qu'on les recrute dans ce cadre-là, mais vous devez pouvoir assurer un bon cadre, une bonne connexion, un ordinateur isolé voilà, des autres. Bon, si on se retrouve avec une belle famille ou des amis qui arrivent sur certains jours, l'espace de coworking pourrait être pratique, pardon. Euh,
Ou alors parce que des fois, il y en a qui ont besoin aussi de se mélanger avec d'autres cultures, ça leur fait du bien. Voilà, parce que, voilà. Que dire de plus sur le... Et le processus de recrutement, il est aussi 100% full remote? Il y a jamais de rencontre physique entre un candidat et différentes personnes? Bah, parfois c'est possible, mais globalement, on va dire au moins 95% des cas, ça se fait à distance. Voilà. Parfois, comme on commence à avoir une communauté qui est de plus en plus grande, il y a des villes où il y a plus de monde, comme Bordeaux, Toulouse, Lyon, bah, il va être possible de parfois organiser une rencontre avec certains collaborateurs pour essayer de valider un mindset ou même convaincre en fait un candidat qui serait peut-être en doute sur le fait que le full remote c'est fait pour lui. Mais c'est bien souvent un critère qu'on cherche pas trop à creuser parce que ça se ressent assez vite quand même. Quelqu'un qui pose beaucoup de questions sur le full remote, tu commences à avoir des petits red flags qui se déclenchent à se dire bon, il est peut-être pas fait pour. Mais par contre, celui Est-ce qui arrive avec ah, moi je n'attendais que ça une société en full remote parce que c'est vraiment le modèle dans lequel je me projette et je peux bien travailler. Bon, c'est plutôt ce type de candidat qu'on accueille généralement. est-ce qu'il Voilà. y a des qualités nécessaires chez un candidat pour être apte à faire du full remote en dehors de l'aspect logistique? Euh, Déjà, mais une certaine alors, il faut être responsable. Voilà, bon, c'est bête comme valeur, mais et ça va de pair. Alors, c'est pas une règle, attention, je veux pas dire qu'on recrute pas des moins de 30 ans, hein. Mais souvent, on se dit que travailler en full remote dès la sortie d'une école, c'est pas forcément peut-être une bonne chose. On préfère des gens qu'on vadrouille un petit peu. Un minimum de 2 ans, c'est souhaitable. Pour vraiment se rendre compte de tous les avantages de notre modèle. Et même nous, on serait peut-être pas à l'aise à dire, tiens, cette personne-là, elle a pas encore un peu vadrouillé dans le monde professionnel, ça serait bien qu'elle goûte un peu, bah, on va dire, au modèle classique avant de venir nous voir. Mais c'est déjà arrivé, par contre, qu'on déroge à cette règle parce qu'on a ressenti une grande maturité chez le collaborateur qui, même s'il était que stagiaire, je ne sais quoi, il avait pu déjà bah, se faire une idée sur le fait que c'était un modèle fait pour lui. Alors, on veut que ça soit, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, on teste pas trop le sujet, parce que souvent c'est une évidence en fait, quelqu'un qui a la maturité pour travailler de chez lui. Heu et du coup, en fait, aujourd'hui, ce full remote, tu disais que c'était pas suffisant pour faire venir les gens. Vous avez mis quoi en place, pour, faire venir les gens d'un côté, mais aussi pour favoriser leur intégration? Est-ce qu'il y a là, justement, des rituels spécifiques ou, des façons d'organiser le travail spécifiques pour favoriser l'onboarding, d'une ressource? Ouais, bah, là aussi, hein, comme pour les valeurs, pour les rituels, voilà, la vision de la boîte, faut redoubler d'efforts, je pense, quand on est dans un modèle en full remote. Donc on a un service dédié hein, d'onboarding euh, où on fait en sorte que avant l'arrivée du collaborateur, il y ait déjà plusieurs entretiens qui soient faits une fois qu'ils sont validés, hein, avec leur parrain ou leur marraine, avec leur mentor. On a dissocié les deux bah, pour qu'ils commencent déjà à se sentir accueillis, qu'ils puissent déjà poser un maximum de questions et préparer leur arrivée. Euh, et il y a tout un process qu'on a en interne pour bien les sélectionner, avec un entretien avec une des personnes de la team onboarding pour savoir, tiens, bah, je le mettrai plutôt en relation avec Chloé, parce que Chloé, elle fait telle activité, puis elle habite telle ville, et puis par rapport à ses expériences, bah, je pense que ça serait vraiment un bon choix. Voilà. Et il y a toutes ces réflexions-là qu'on essaie de se poser avant d'arriver. Et c'est souvent, quand on fait des rétros, on va dire, rétrospectives, des rapports d'étonnement avec les collaborateurs après quelques semaines, c'est souvent un des sujets qui les a marqués, de se dire tiens c'est cool, je me suis senti ultra accueilli déjà avec ce système de parrainage, de marrainage et de mentor. Euh, Faire en C'est sorte quoi la qu'il y ait... différence entre un parrain et un mentor, chez Boon Manager? Alors le parrain ou la marraine, ça sera vraiment pour l'ambiance de la boîte, pour les accueillir dans la vie d'entreprise. Le mentor, ça sera davantage pour le côté boulot. Voilà, par exemple, un commercial va faire en sorte qu'il ait son mentor commercial pour l'aider à prendre ses marques sur c'est quoi les bons les grandes métriques à savoir faire, où sont les guides pour m'aider à prendre en main mon activité le plus rapidement possible. Voilà la différence. Et bon après des petites choses aussi qui aident à intégrer. Bon, c'est valable pour n'importe quelle boîte, mais on essaie d'être aussi encore plus clair sur qu'est-ce qu'on attend de moi. Le premier, tout un programme en fait de quand il arrive, ça c'était avant, sur ce que j'ai décrit, mais on fait en sorte d'être le plus clair possible sur ce qu'on va attendre d'eux pendant les premiers jours, les premières semaines. Et on incite à ce que les responsables définissent des objectifs les plus clairs possibles sur le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois,
Bon, après, ça dépend des postes, hein. C'est plus ou moins dur de les définir à un horizon plus lointain, mais c'est des sujets sur lesquels on est très, très regardant, voilà, avec nos nouveaux collaborateurs. Et peut-être un petit truc aussi que j'ai pas abordé tout à l'heure, mais j'ai abordé les rituels, voilà, qu'on peut avoir, les différentes chaînes qu'on a, mais il y a aussi des activités euh, qu'on essaie de, enfin, avant, on essayait de les porter nous-mêmes, les dirigeants. On s'est rendu compte que ça marchait pas bien, ça. Tu sais, d'essayer de faire les JO soi-même, de l'ambiance de sa boîte. Ce qui marche, c'est que tu arrives à faire en sorte que ce soit tes collaborateurs qui deviennent les responsables de l'ambiance et qui portent des projets qu'ils ont à cœur. Par exemple, on a des collaborateurs qui ont créé la radio, la Boone Radio maintenant ça s'appelle. Tous les mercredis, tu as un flash avec des choses pro sur voilà ce qu'il faut pas oublier d'ici telle date parce qu'il y a la mutuelle ou je ne sais quoi ou le PE. Après des sujets sur des signatures, sur des features qu'on peut réaliser en tant qu'éditeur de logiciels. Et après même des trucs déconnes, des chroniques vraiment d'un certain haut niveau parfois où ils se prennent au jeu et ça crée une vraie ambiance. Tu as des personnages qui sont créés sur cette radio, des gens qui vont animer de la méditation, des ateliers de méditation entre midi et deux ou le matin. Euh, des gens qui vont animer un goûter. Alors ça fait très période Covid où on se fait des jeux à Ouais. distance. Mais bon voilà, mais qui le portent bien en fait. Et c'est une des recettes de dire qu'on fait la réussite de créer une ambiance à distance, d'avoir des gens qui sont pas payés pour, mais qui le font parce qu'ils sont, bah, ils sont impliqués dans la vie de la boîte et c'est ce qui marche le mieux. Le fait d'être remote, tu trouves que c'était un facteur de bonne rétention de vos talents Ah, j'ai du mal à répondre à la question parce que je peux pas comparer. Mais en tout par cas, j'ai rapport pas, aux autres sociétés du marché, on va dire? non, en tout cas, j'ai pas le sentiment que on ait un turnover qui était provoqué par notre modèle. C'est vraiment des cas marginaux ou c'est plutôt des erreurs de recrutement qu'on a pu faire quand ça a été des raisons pour arrêter parce qu'ils rentraient pas dans la culture full remote. Là, on l'a dit, enfin, vous êtes sur la voie des 100 personnes. Hmm. Est-ce qu'il y a eu, du coup, des recrutements, qui ont été un peu plus stratégiques que d'autres pour structurer une culture et une entreprise de cette taille? Et comment, justement, ils ont appréhendé le mode remote? C'est recrutement clé. Ouais. Bah, euh, bon, déjà, en fait, on se repose plus la question enfin, j'ai pas le sentiment en tout cas d'aller prendre du feedback sur mes recrutements pour savoir comment ça s'est passé notre arrivée par rapport au full remote. Mmh. C'est encore une fois, c'est quelque chose qu'on arrive à assez vite. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à déceler en entretien sur la compétence sur certains postes ou sur le fait que les gens s'intègrent bien à une team. Mais le fait qu'ils puissent bosser dans l'environnement remote, généralement, on se trompe pas trop. Enfin, on se trompe pas. Ça se fait assez de manière naturelle. Qu'est-ce qu'on a fait comme recrutement? Bah déjà, d'avoir un recruteur à temps plein, ça a été un élément Mmh. crucial parce que ça nous a permis d'accélérer et de pouvoir être plus exigeant sur nos recrutements. Parce qu'avant, quand on passait par les cabinets de recrutement, ou qu'on faisait ça à nos heures perdues, euh, bah, c'était pas simple. Donc C'est quoi les grands postes pour lesquels vous recrutez, aujourd'hui? Quand tu dis que vous euh, recrutez 20 personnes par an? les grands postes pour lesquels on recrute, bah, c'est commerciaux, enfin sales, D'accord. marketing, développeurs, des postes dans la data. C'est des sujets très sensibles en ce moment pour nous de trouver des cadres dans la data parce que c'est stratégique avec notre métier d'éditeur logiciel. On manipule beaucoup de données. Euh, Mmh. des formateurs aussi, ce qu'on appelle des boon coach chez nous, qui aident à déployer l'outil, à faire en sorte qu'au quotidien aussi, ils l'utilisent bien, passer l'onboarding. Voilà, donc Quand vous globalement. vendez une licence Boon Manager, il y a un effort d'intégration derrière ou ça se passe comment? Euh, bah ouais, alors, le gros de nos clients, qui est nos nouveaux clients, on est assez intraitable là-dessus. On souhaite qu'il y ait de l'onboarding. On veut pas qu'ils se D'accord. lancent. On n'est pas un simple outil de gestion de contact, même si on prend une version moins riche de l'outil. Si on veut déployer l'outil correctement, on impose un minimum de setup, d'onboarding, voilà, d'un minimum voilà, d'une dizaine d'heures, quoi. Et ça, c'est le rôle de vos formateurs? Exactement. Voilà. Bon, il y a beaucoup de questions. Tout à l'heure, tu me demandais les personnes clés Ouais. qui ont, qui ont aidé peut-être à cranter la boîte, à faire cranter la société. Mmh. C'est un mix des deux, en fait. Il y a des gens qu'on a recrutés, là, comme
voilà, notre recruteur, euh, qui a aidé à accélérer le passage de palier de recrutement. Il y a des gens qu'on a fait évoluer en interne. Mmh. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure de service onboarding. Pour pas le citer, voilà, Panda chez nous qui était développeur, hein, qui est passé du côté RH, pour nous aider à monter en puissance sur l'accueil et le suivi de nos collaborateurs. Ça, fait partie. Là, c'est de l'évolution interne. Après, il y a des recrutements de nouvelles personnes qu'on a fait directement monter. Alors là, celui-là, il est particulier. On a fait venir quelqu'un chez nous en tant que DG. Euh, et parce que les trois frangins, là, Tanguy, Loïc et moi, on est très dans l'opérationnel, hein. En tant que CTO, moi en tant que, on va dire, chef revenu officer et un autre sur l'expérience client. Euh, On avait besoin d'avoir un DG qui vienne nous aider à s'assurer qu'on prenne les bons choix stratégiques, d'une part, et après s'assurer que on déroule bien, on mette bien en place le bon plan, qu'on corrige bien aussi si ça n'allait pas dans la bonne direction. Ça, c'est un des recrutements qu'on a pu faire bah, qui, a, qui nous aide à accélérer notre développement et à se structurer de manière à la pérenne. Voilà. Vous l'avez fait arriver quand? Alors ça, c'est assez récent. C'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est bien que j'en parle maintenant? Mais ça, c'est depuis le mois de mai. On en D'accord. ressent déjà les effets. Voilà, on est au mois d'octobre. Euh, Et je regrette pas une seule seconde qu'on ait fait ce choix-là parce que ça, et on va chercher à en faire d'autres. Là, dans les autres postes clés qu'on essaie de recruter, là, on recrute un CFO. Mmh. Voilà, après, il y a certains postes, je n'ose pas encore les annoncer là. Ça peut- mais Mais on est dans l'année où on recrute des personnes, voilà, qui nous aident à mieux structurer certains services, qui sont encore, on va dire, peu développés dans la boîte. et du coup, par rapport à cette arrivée de DG, c'est intéressant parce que vous avez senti, vous, une limite de management ou c'est quelque chose qui vous était plutôt, suggéré par, vos nouveaux actionnaires? Parce qu'on en parlera après, vous avez fait une petite, une belle opération, voilà. Alors pas du tout, c'est même l'inverse. Avant de faire cette opération avec le fonds EGC, on en parlera après donc. Euh, En fait, avant tout, on cherchait d'abord à se créer un board stratégique, parce que je sentais que les trois frangins, on avait besoin d'avoir un regard extérieur pour nous aider à passer les étapes d'après. On était 60, on allait arriver à 80, donc c'était un an. On était à un peu moins de 8 millions, on allait passer le cap des 10 millions. Bon, on avait voilà quelques paliers qu'on savait qu'on allait passer, et bon, on se disait que ça pourrait nous aider à gagner, on va dire, en sérénité et s'assurer qu'on prend les bons choix, voilà, en, en ayant un board stratégique. Et c'était le point de départ. En se renseignant sur un board stratégique, on s'est dit, ah tiens, en fait, au final, on pourrait peut-être recruter un DG. Voilà, et après, tiens, on pourrait aussi peut-être faire venir un partenaire financier qui nous incitera à tenir un board et ce DG d'ailleurs pourra nous aider à l'animer. Voilà, les D'accord. choses se sont alignées assez naturellement. Voilà. Et entre votre rôle d'actionnaire et votre rôle opérationnel, aujourd'hui, quand il y a une décision à prendre, c'est le DG qui la prend ou c'est vous qui pilotez quand même le DG? Alors c'est encore récent hein, pour donner un retour d'expérience assez poussé, mais euh, l'idée c'est que si on a recruté un DG, c'est qu'on accepte que des décisions puissent être tranchées par une personne. Euh, c'est je sais pas dire, c'est peut-être une des raisons aussi de dire qu'on est trois. Parfois, on peut se retrouver des fois dans des indécisions parce qu'on veut essayer de faire plaisir à tout le monde ou alors des décisions mal, voilà, avec beaucoup de compromis. Euh, Là, l'idée c'est que faut pas que ça soit la règle qui prenne le dessus sur nous et que derrière, on devienne, on va dire, ces exécutants. C'est pas ça du tout l'esprit. C'est plutôt nous les trois frangins, on est encore beaucoup dans l'opérationnel, on aime ça. Et on a besoin de quelqu'un qui prenne de la hauteur et qui arrive à nous faire parler et après à s'assurer que les moyens sont mis en œuvre pour atteindre la stratégie. Voilà, la meilleure réponse que je puisse te faire, François. Et tout à l'heure, tu posais la question, est-ce que c'est le fonds d'investissement qui nous a amené à se dire, tiens, ça serait cool d'avoir un DG? Non, pas du tout. C'est même on est très content qu'ils aient très bien réagi. Ils auraient pu se dire, tiens, vous êtes déjà trois, les gars.
Pourquoi vous recrutez une quatrième personne où ça représente potentiellement aussi un autre coût important en Mmh. termes de gestion. Mais non, ils ont très bien accueilli la proposition parce que déjà d'une, on a fait un recrutement je pense, ils ont trouvé très pertinent parce que c'est un ancien dirigeant d'une belle ESN de 700 personnes. D'accord. Donc ESN, donc voilà, c'est exact. Enfin, c'est chez un C'est votre client. client idéal. Voilà, exactement. Donc il connaît parfaitement les problématiques d'une ESN. Donc en tant que DG, c'est plutôt une bonne chose. C'est quelqu'un qui a fait une grande école. Euh, je pense qu'ils se sont dit que c'est bien d'avoir aussi quelqu'un de bien capé à nos côtés pour nous aider à cranter davantage. Et puis après, ils ont aussi reconnu le mindset. Ils ont pu voir que c'était quelqu'un qui allait pouvoir s'intégrer et trouver sa place à côté d'une fratrie, ce qui est un Mmh. challenge pour lui aussi. Hein. Je pense que c'est pas mal. Tu nous as dit, en fait, que c'était cette réflexion autour du board qui vous avait amené à lever des fonds, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que vous avez passé le cap par rapport aux fois, où vous aviez pu être approché avant? Alors déjà, il faut savoir que je pense que ceux qui écoutent et qui se retrouvent dans la situation dans laquelle on était il y a un an, c'est-à-dire on n'avait jamais encore discuté avec des financiers. Nous, on se retrouve avec les trois frangins, on se retrouvait régulièrement avec des mails de fonds français, de fonds étrangers, voilà, avec des approches très généralistes, très froides. Ça donnait vraiment pas envie d'enclencher un premier contact avec eux. On n'a jamais répondu à toutes les approches qu'on peut avoir. Parce que dès que tu commences à passer certains seuils de chiffre d'affaires et que tu commences à avoir une certaine notoriété dans ton secteur, on déclenche leur radar à ces partenaires, potentiels partenaires financiers. Donc nous, on n'était pas du tout en phase. Et c'est un intermédiaire, quelqu'un qui m'a interviewé comme toi, hein, Mmh. voilà, On peut le citer, hein. voilà, qui m'a donné envie de dire tiens, tu peux discuter. Alors, je peux en parler avec toute transparence parce que j'en ai déjà parlé avec le fond, mais pour moi, les financiers, c'était un peu le diable. C'était un peu pactisé avec le diable. Parce que ce que tu ne connais pas, généralement, tu t'en méfies. Je m'étais jamais intéressé à ce milieu-là. Et on a été vraiment surpris de l'approche de ce fonds, Expédition Growth Capital. Euh, déjà que c'était énormément intéressé à notre culture de boîte, D'accord. euh, qui a été vraiment chercher loin des détails sur la manière dont on s'y est pris pour créer notre aventure. Enfin, ça s'est focus déjà en premier lieu là-dessus. Donc ça nous a fait déjà du bien de voir que pour des financiers, ils s'étaient intéressés à des sujets pour nous qui nous tiennent beaucoup à cœur. Hein. On a certes très fiers de la réussite de notre société, mais moi ma plus grande fierté, au moins autant, c'est d'avoir réussi à créer une belle communauté et une vraie culture d'entreprise dont je suis fier. Quoi. Voilà. Et donc ça, déjà ça a permis de désamorcer, on va dire, une première barrière. La deuxième, c'est que ce fonds d'investissement, quand on s'est intéressé après à leur portefeuille, donc nous ce qu'on appelle nos cousins, voilà, les autres sociétés dans lesquelles ils ont investi, ils sont intéressés, ils ont investi exclusivement dans des sociétés bootstrap. Donc, c'est des sociétés qui sont autofinancées, qui ont réussi à être dans une belle dynamique de croissance et rentable. Et ça, déjà, c'est quelque chose que je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait des fonds qui s'intéressaient à ce type de société. Pour moi, c'était plutôt des sociétés en mode VC, qui, euh, qui vont faire prendre de très grands risques à leurs investisseurs dessus et qui vont aussi en même temps prendre énormément de pouvoir au sein enfin, sur les acquisitions qu'ils vont faire. Là, ce fonds-là nous avait rassuré parce qu'on se dit tiens, euh, il a un profond respect aussi, ça c'est le troisième élément, un profond respect pour les entrepreneurs. Et ça s'est ressenti. Hein. Tout ça, c'est dur à décrire, hein, mais on ressent ça en entretien quand tu te retrouves à discuter avec quelqu'un. On va dire nos cousins, maintenant que je les ai nommés ainsi, nous ont tous validé ça. Qu'on se retrouve avec un fonds alors, certes, va nous challenger, comme n'importe quel fonds, c'est normal, après, ça devient nos associés, mais qui va vraiment toujours avoir un profond respect pour les choix qu'on va faire, euh, et qui, voilà, va être un bon partenaire en tant qu'associé qui se met les mains dans le cambouis
sur la stratégie et pas uniquement en regardant des KPI financiers. Donc ça, c'est ce qu'on a ressenti sur l'approche, tu vois, François. Et Hem, justement, là, tu parles de la stratégie. Comment, le font ou comment vous, vous êtes positionné pour, définir l'avenir de Boon Manager avec ce partenaire financier derrière vous? alors ça, bah, déjà, bon ça s'est fait en plusieurs étapes, hein. Au départ, nous, c'était plutôt à eux de nous rassurer sur le fait que, bah, comment ils peuvent s'intégrer, sans s'immiscer, de trop, dans notre gestion. Est-ce que, heu, on restera bien les patrons à bord? Voilà, ça, c'est d'abord les premières étapes, hein. Heu Après, bah, tu essaies de comprendre les mécanismes. Tiens, quand on aura notre board, comment ça va marcher pour les grandes décisions? Est-ce qu'on aura besoin d'avoir leur aval sur sur toutes les décisions ou uniquement certaines? Comment ça va se passer? Donc tu as tu tout ce cheminement-là qu'il faut faire avec, avec ses partenaires pour voir si on restera parce qu'ils sont arrivés en minoritaire, hein, chez nous, hein, sache-le. Mais tu peux être minoritaire et après mettre dans un pacte que bien que tu sois minoritaire, bah, toutes les décisions devront être prises, à la majorité et au final, bah, c'est comme si, tu te retrouvais presque dans avec quelqu'un qui est majoritaire, hein. Donc il faut faire c'est des sujets sur lesquels faut être prudent quand tu décides de t'associer, Le diable est dans les détails dans ces cas-là. voilà. Donc pour répondre à ta question, comment c'est bon, en fait, simplement, le moi, j'avais déjà un business plan, enfin, on avait déjà notre business plan, un bon vieux Excel, hein, voilà, on refait pas le monde, faut faire des business plans. Quand on était rentré en relation avec eux, simplement, moi, on leur a présenté ce qu'on avait en tête. Eux nous ont challengés pour s'assurer que, voilà, cette stratégie qu'on avait en tête, était viable. Donc ça, c'était en octobre l'année dernière, hein, parce que l'opération, on a pris contact avec eux en octobre. Finalement, le temps de la due diligence, donc quand tu te fais scanner dans tous les sens pour voir si tout qu'on a chez nous est fiable et solide, et le temps que tu signes, bah, il a Un peu pris de temps. voilà quelques mois. Bon, c'est ça quand même rapide parce c'est fait de octobre à février. Après, on a réalisé nos premiers bornes. Février, on en a fait un autre en avril, on en a fait un autre en juin, et là j'en sors d'un dernier qu'on a fait pour la première fois. On s'est vu physiquement pour un borne, c'était à Barcelone la semaine dernière. Euh, le business plan a déjà bien changé en fait, mais pas forcément parce que c'est eux qui nous incitent à en prendre un tout autre différent. En fait, c'est comme si c'est des associés classiques, hein, où on partage avec beaucoup de sincérité. Voilà, ce qui marche, ce qui semble moins marcher, et tiens, finalement, il faut recruter moins de sales et plus de market. Tiens, finalement, il faut peut-être s'intéresser plus à l'international que la France parce que là, on commence à acquérir un nombre de parts de marché qui est plus important que ce qu'on imaginait. Ah tiens, peut-être qu'on pourrait commencer à faire de la M&A, donc de l'acquisition d'un éditeur sur un pays, parce que ça nous accélérerait notre développement, et avec leur aide, on se dit qu'en plus c'est possible. Avant, moi, j'aurais été incapable de me dire tiens, on va faire de la M&A, on va faire de la croissance en rachetant un autre éditeur, où j'aurais pensé avec voilà notre mode bootstrap que c'est sûrement plus simple de se développer par semaine en recrutant des sales. Voilà, c'est un des apports de travailler avec un fonds, c'est que tu te sens capable d'ouvrir peut-être plus de pistes, euh, notamment des pistes comme la M&A où c'est une expertise que globalement une société bootstrap comme la nôtre ne maîtrise pas. C'est pas dire Juste qu'on va privilégier ça, hein, ouais. François, mais on Non, non, peut mais c'est on a la chance. effectivement, ça fait partie de l'éventail qu'apporte un partenaire financier dans son accélération et c'est quelque chose qui peut être vraiment game changer pour un entrepreneur. Les Ouais. 15 premières années, en fait, vous les avez financées comment? Eh bien, en allant chercher les clients, hein, tout simplement. De meilleure façon? Voilà. Et bon, on a toujours dépensé l'argent qu'on a gagné. Jamais un seul emprunt. Le seul emprunt, c'est Réseau Entreprendre. Donc j'ose même pas dire le montant, c'était 40 ridicule. 000 € au tout début, voilà. Exactement, voilà. À tous zéro, on était très fiers. Voilà. Voilà. En plus, bon, là encore, un business plan qui a bien changé depuis, hein. C'est plus du tout le même. Non, c'est toujours. On aurait pu aller plus vite, hein, si on refaisait le passé. Là, avec l'expérience maintenant qu'on a en tant qu'entrepreneur, peut-être là, on aurait pu se dire, il fallait lever 2 millions ou 3 millions pour recruter directement 5 commerciaux et X développeurs. Ben, moi, je regrette pas une seule seconde. Ça a permis euh, d'y aller pas à pas. Bon, on a ce luxe-là aussi, hein. Quand tu es sur un marché qui est moins attaqué que les autres, tu peux te permettre de le faire. Ceux qui attaquent des marchés extrêmement concurrentiels, bon, il n'y a pas le choix. Voilà. Beaucoup plus compliqué. Et du coup,
par rapport à tous ces recrutements, la perspective. Donc tu nous as dit que, bah, voilà, le fait d'avoir un partenaire financier te permettait de te projeter dans différents scénarios. Toi, il y a des scénarios avec lesquels tu es le plus à l'aise et ce partenaire financier aussi, souvent on le sait, hein, il y a une date de péremption, Ouais. dans le sens qu'à un moment ou à un autre, il prévoit de passer à l'étape, enfin vous devez passer de prévoir l'étape d'après. Vous êtes donné quoi comme plan de développement stratégique sur les prochaines années? Ben, encore une fois, le plan qu'on avait avant qu'ils arrivent, il est resté le même. Il a juste été challengé pour peut-être activer d'autres leviers de croissance comme voilà, peut-être de la M&A, peut-être de développer des marchés connexes adjacents qu'on n'osait pas forcément attaquer, ou on n'y a même pas pensé, quoi. Euh, mais on s'est renseigné, hein. Au départ, nous, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe quand tu commences à faire venir un fonds chez toi? Est-ce que derrière, tu es forcément après avec un timer où tu devras sortir au bout d'X années? Oui, c'est potentiellement une fin possible quand tu fais venir un fonds. Aujourd'hui, on est 3 associés avec voilà notre DG qui nous a rejoint aussi. Euh, je pense que d'ici 5, 6 ans, 8 ans, qui sont souvent les échéances qu'on peut retrouver sur les fonds, on va dire les repreneurs du fonds auront tout intérêt à faire en sorte que euh, une bonne partie du moins de la direction soit encore présente. Ouais. C'est ce qu'on a en tête et c'est ce qu'on souhaite en fait. Euh, Ça, j'aime dire, l'avenir le dira. D'ici quelques années, de toute façon, il y a deux scénarios possibles, hein. C'est notre société finalement euh, tourne pas sans nous au bout de 5 à 8 ans. Bah, n'importe quel repreneur, il aura intérêt à faire en sorte que qu'on reste tous dans l'aventure. Euh, ou alors après, bah, il y a des scénarios un peu voilà, mix, quoi. Il y a une partie qui reste indispensable, d'autres qui ont envie de passer à autre chose ou peut-être lever un peu le pied. Ça, c'est les scénarios qui se dessineront d'ici quelques années. On est encore tout jeune, en fait, donc on se pose pas trop la question, en fait. Pour être vraiment sincère avec toi, François. C'est sûr, tu te les poses plus quand tu commences à faire venir un fonds. Aujourd'hui, moi, j'ai 39 ans. Loïc, lui, il a à peine la début de la trentaine. Thomas, il a pareil que moi, 39 ans. Tanguy, il a 42 ans. Bon, on a encore l'énergie à revendre là. Ouais. Donc, Petite question, pour supporter ce process, est-ce que hmm. tu as mis en place une hygiène de vie particulière? Parce que j'imagine que c'était comme assez intense entre octobre et février. Comment tu t'y es préparé, psychologiquement? Et est-ce que, tu as mis en place des choses spécifiques pour, tenir dans la longueur ces due diligence? C'est que tout le monde avait parlé comme une période qui allait être très très compliquée parce que c'est jamais agréable d'avoir, c'est comme se prendre un contrôle URSSAF, fiscal, je ne sais quoi. Enfin là, mais enfin, non, là, je vais être un peu, il faut que je le reconnaisse comme non, c'était pas évident comme période, mais c'était moins pire que, ça a été moins pire que ce que j'imaginais. C'est vrai qu'on m'en a fait une montagne. Je me suis dit, oula, ça va être vraiment un cauchemar total de se faire scanner dans tous les sens. Au final, le deal, ça a été ça quand on a commencé à signer donc ce qu'on appelle une LOI, Letter of Intention. Je ne savais pas ce que c'était hein, avant. Et là, le deal, c'était bon, on veut absolument que pour telle date, ça soit fini. Euh, Parce que derrière, si jamais on décide de pas avancer plus loin, ou que c'est vous qui décidez de pas avancer plus loin, on n'a pas envie de péter de s'épuiser, de s'écarter de notre business quand même, qui est de développer Boom Manager. Donc ça a été déjà la grosse condition qui a été posée. On veut que ça aille très vite. Euh, et ce qui fait que le fait qu'on savait que ça allait très vite, moi, ça m'a mis en condition. Alors j'ai moi qui ai porté une grosse partie hein, du process sur la partie finance et commerce, et après que mes associés sur la partie technique et puis gestion du portefeuille, là, on a dû se répartir un peu les tâches. Mais voilà, je n'ai pas fait d'entraînement de coaching particulier, si c'est pour répondre à ta question peut-être différemment, François. C'est, Non, mais il y en a qui font 1 heure de sport tous les matins pour, évacuer la pression. Il y en a qui, se laissent, tout le week-end pour déconnecter dans cette période-là. Est-ce que toi, tu as eu quelque chose de spécifique, quoi? ça restait voilà, ma gestion du stress de l'activité habituelle. Voilà, c'est juste que j'ai dû mettre en stand-by plutôt, j'ai dû apprendre à mettre en stand-by d'autres pans de mon activité pour réussir à gérer cette phase de due diligence.
Et est-ce que tu as eu des moments de doute dans cette phase-là? Ah Et comment tu les as bah, gérés, en fait? ouais, bah, en fait, des doutes, on en avait en fait, c'était ça qui était le plus dur, en fait. C'est qu'en fait, tu es vraiment dans un monde inconnu, en fait, où tu te retrouves à, bah, à être dans un monde légal, juridique qu'on maîtrise moins, hein, quand on est, enfin, en tout cas, avec nous, avec notre historique à nous. Donc, énormément de relecture, de consultation de ton réseau pour t'assurer que tu fais les bons choix. Est-ce que derrière ces clauses-là, il se cache pas des choses gênantes? Bon, voilà, c'est plus ça en fait, cette peur de l'inconnu et donc il faut réussir à prendre du recul, à se faire conseiller. Donc ça, c'est peut-être les conseils que je peux donner de gens qui sont peut-être plus neutres, voilà, qui sont pas impliqués, qui ont pas d'intérêt spécifique dans l'opération. Ça, je suis entièrement Voilà. d'accord avec toi sur cette partie-là. Mais ce qui est pas évident, hein, parce qu'en fait, tu te retrouves, enfin, c'est dur en fait de trouver des gens qui sont capables de donner un avis sur une telle opération, voilà, enfin, en tout cas pour nous, qui était une opération hors norme. Euh, donc voilà, en tout cas, le conseil que je peux donner, c'est bah, oser se poser plein de questions, oser remettre en cause et trouver des gens, voilà, le plus neutre possible. Et c'est pas forcément des gens les plus reconnus sur le marché qui vont te proposer des gros tarifs qui vont être des personnes qui vont le plus te rassurer. C'est plutôt même l'inverse. Ceux-là, souvent, ils m'ont angoissé. Les grands avocats que tu essaies de consulter, euh, à plutôt te montrer plein de choses flippantes, on va dire, sur ce qui pourrait t'arriver si t'es pas assez, on va dire, méfiant sur ton deal. Donc là, voilà, moi, c'était de retrouver des gens qui m'ont rassuré et qui étaient aussi pros. Et ça, c'est pas une chose facile. Ça, c'est peut-être le plus dur, en fait, dans cette opération, c'est réussir à trouver des gens qui te rassurent, euh, que t'as fait les bons choix, voilà. Bah, pour être passé aussi par là, hein, moi, mon petit témoignage, c'est qu'en fait, le nombre de personnes qui, autour de toi, ont un biais et qui ont un intérêt à ce que l'opération se fasse, Ouais. il est juste énorme. Des proches comme des moins proches, en fait, il y a très peu de personnes qui partagent tes doutes dans cette période-là. C'est, effectivement, tu l'exprimes bien. Bah, tu te sens un peu seul à ce moment-là. Bon, l'avantage, c'est qu'on était quand même trois, nous. Je me dis toujours qu'on a cette chance folle, nous, d'être trois associés. Quand, quand je vais dans des réseaux d'entrepreneurs où je vois les dirigeants qui sont seuls aux commandes, là, je comprends encore plus pourquoi ils font partie d'un club pour rejoindre d'autres entrepreneurs, parce que pour eux, ça doit faire un bien fou de pouvoir bah, partager ses peurs, ses doutes, ses joies aussi, parce que dans son entourage, tes proches comprennent pas forcément ce que tu vis, quoi. Mmh. Et mais même, tu l'as dit en introduction, ton frère a déménagé à Brest quand toi tu étais à Lille. Ouais. Pour des raisons de cœur, vous aviez pas forcément vos intérêts alignés à 100 dans une opération parce qu'en fait, vos valeurs ajoutées autour de vous ne recherchent pas forcément la même chose, n'attendent pas forcément la même chose. Bah, c'est bien aussi, tu vois, ce que tu évoques là. C'est aussi un des sujets qu'on a fait. On s'est bien posé tous les trois associés, pour valider les bonnes intentions. Pourquoi on fait cette opération? Que derrière, qu'on soit tous d'accord en fait sur les raisons de chacun. Qu'on- Ça a été un des points, enfin un des sujets, enfin des calls, je me souviendrai tout le temps avant de signer la LOI. Ok, on signe la LOI, mais avant, on se met d'accord pour quelles sont les bonnes raisons de le faire. Et chacun devait les exposer. Voilà. Et celle qui revenait, on s'est tous mis d'accord. C'est vrai qu'on l'a pas évoqué depuis tout à l'heure, mais euh, nous, on se rendait compte que voilà, on avait réussi à atteindre des certains paliers de la boîte, voilà, qui sont pas forcément évidents à passer en tant qu'éditeur logiciel, et que de faire venir un fonds permettrait euh, de donner vraiment une assise financière beaucoup plus solide pour la boîte. Et ça, c'est avant tout déjà pour la boîte. On s'était dit, tiens, si on le fait maintenant, on sait jamais ce qui peut se passer. On peut avoir un concurrent ou une techno qui pourrait mettre à mal notre modèle. Bah, si on peut se retrouver avec au moins un an, voire 2 ans de trésorerie dans la société, euh, qui nous donne l'occasion de nous retourner en cas de gros pépin, parce que ça peut arriver aussi, hein, ou même pépin de santé d'un des associés, hein, ou voilà, aujourd'hui, la boîte tourne globalement sans les associés, mais bon, ça pourrait quand même mettre à mal la bonne santé économique comme toute société. Bah, ça, c'était notre raison première à tous. Voilà.
Et après, de dire, OK, si jamais on arrive à faire en sorte de sécuriser contractuellement un maximum de clauses qui font qu'on restera bien les maîtres à bord. Voilà, ça a été le gros en fait de l'alignement qu'on a cherché entre les frangins. Et après entre nous, il y en avait qui, en fonction de l'âge, qui se tiens, moi aussi ça me permettra aussi de sécuriser parce que j'ai atteint un certain âge. Parce que dans une opération, il y a l'argent investi dans la société et l'argent qui est aussi attribué aux actionnaires en déduction des parts qu'ils lâchent. Et ça, c'était une motivation aussi qu'on a validée, mais d'ailleurs, qu'on s'assure que bien que ok, tu sois sécurisé, tu sois encore ultra motivé à t'investir parce qu'on a besoin on a besoin de chacun de nous, quoi. Voilà, ça a été les gros sujets sur lesquels on s'est challengé avant de signer la LOI. C'est une force d'être associé avec ses frères? Alors moi, je le vois comme une grande force. Heu, Après, je pense que c'est tout. J'ai la chance d'avoir des frères, donc on a pu le faire ensemble. J'imagine qu'avec des copains, c'est aussi possible, ou des collègues de boulot quand on a appris à travailler ensemble. Ce que je vois juste de génial en tant que frère, c'est qu'on est capable de beaucoup plus facilement passer à autre chose. On peut avoir une discussion très rude avec avec des noms d'oiseaux et je ne sais quoi, voilà. Et hop, on raccroche, on se rappelle après, genre, mais des fois, une minute après, au fait, il fallait, j'apportais la réponse sur tel sujet, et c'est comme si c'était rien passé 2 minutes ou 30 secondes avant. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à faire, enfin, j'ai du mal à faire avec d'autres personnes que mes frères. Je Euh, comprends. bon, il y a les inconvénients aussi, hein. Mmh. On se rapproche de ta limite de temps et je pense qu'on pourrait parler longtemps. J'ai 2 petites questions que je voulais te poser avant de rentrer dans la dernière phase de ce podcast qui est le quiz improbable. Ok. La 1re, c'est, qu'est-ce que tu as appris sur toi dans 15 ans d'entrepreneuriat que tu savais pas avant? Et la deuxième, c'est qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais pas fait ça? Oh, question pas évidente du tout. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi avec cette déjà en fait moi euh, cette création d'entreprise, ce joli projet, c'est ce qui m'a donné ma confiance en moi. Moi, j'étais quelqu'un qui était, je pense que je le suis encore d'ailleurs, mais heureusement que j'ai pu faire cette aventure, qui est un grand manque de confiance en lui. Euh, et moi, cette société, elle m'a vraiment permis de me réaliser, de 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 sentir que j'ai réussi avec mes frangins et toutes les personnes clés. Hein, c'est vrai que depuis le début, je parle beaucoup des frangins, mais on a des personnes clés qui sont à nos côtés et qui sont des vrais piliers de la boîte. Euh, c'est moi, c'est ça que finalement je retiens, c'est que cette création d'entreprise m'a donné une grande confiance en moi et ce qu'elle m'a apporté, j'essaie de le faire un maximum avec mes collaborateurs, faire en sorte que aussi ça les aide à se réaliser. Enfin, c'est mon moteur, me dire que notre boîte, elle m'aide à me réaliser et elle aide à faire en sorte que chacun se réalise aussi. Alors, ça fait très fleur bleue de le dire comme ça, mais Non, mais l'entrepreneuriat, c'est la liberté et c'est souvent, la façon, acquérir sa liberté, c'est ouais. souvent une façon de progresser et de gagner en confiance. Et qu'est-ce que j'aurais fait, la deuxième question alors, Mmh, c'est qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais pas créé de société? exactement. Cette société-là, j'en aurais créé une autre, François. Enfin, pour moi, franchement, il n'y a pas d'issue possible. J'ai vraiment besoin, j'ai ce désir d'indépendance, ce désir de liberté, ça, c'est mon père, hein, qui me l'a donné, je pense. Euh, j'ai toujours entendu en partant au travail, moi je vais au boulot et je suis content d'y aller, quoi. Je suis content d'y aller parce que j'aime ce que je fais et je suis enfin il y avait cette phrase, je suis mon propre patron, mon propre patron. Alors en soi on peut aimer ce qu'on fait, ne pas être son propre patron, mais moi, je On est pense d'accord? il a dû m'influencer, hein, à le répéter régulièrement. Mais ouais, alors, j'en recréerai une autre. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi un jour recréer encore une autre aventure. J'espère que ce sera pas l'unique. Du coup, tu as parlé du réseau Entreprendre, tu accompagnes certaines personnes en retour aujourd'hui? Tu as des activités de business angel ou pas du tout, pas encore? Non, non. Alors Réseau Entreprendre, c'est tout début. C'était d'ailleurs plutôt Tanguy, mon associé, qui était dedans. Euh, mais non, non, là on est. Enfin, moi, je suis dans deux autres réseaux, l'APM, je sais pas si tu connais, et maintenant le Club Bootstrap. Il y a un super réseau dont je fais la promo aussi là. S'il y en a s'il y en a qui l'écoutent, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce joli club. Non, c'est que des bootstrappers, voilà, que des sociétés bootstrap.
Un peu en contradiction avec ton podcast, mais Pour moi, pas forcément, parce qu'en fait, c'est 2 approches différentes, c'est 2, enfin, moi, je permets à des gens de travailler leur projet. Le projet Bootstrap est un projet, le projet adossement, croissance, en est un autre, ouais. On va passer dans le quiz improbable. Tu as un joker, tu peux l'utiliser. ok. Première question, est-ce que tu es plutôt thé ou café? Un café sans Combien hésiter, par jour? beaucoup trop. Si ton entreprise pouvait parler, enfin si Boon Manager pouvait parler, quel serait son mot préféré? Et un plaisir. Si tu pouvais embaucher un super-héros comme DG, au lieu du DG que tu as embauché, quel super-héros embaucherais-tu? Comme DG, un super-héros. Franchement, Ou comme associé? ouais. Bon, Superman, voilà. C'est là, je suis très cliché, mais je suis pas un grand fan des super-héros en fait. D'accord. Si Boon Manager était une saveur de glace, quel parfum serait-il? Eh bien, passion, voilà. Ah, c'est pas mal. Quel pourrait être l'hymne, la chanson hymne de Boon Manager? La chanson In pour mon manager, c'est pas évident ça. Oh, franchement là, je vais pas faire ça du tout sur le podcast, donc j'ose même pas les dire, mais tu vois, bah, tu sais on a créé il y a des super chansons qui ont été créées, euh, bah, des créations vraiment dédiées à Boone. Bah, ceux qui l'ont créé là, c'est Boone 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 Boone. Je la fais très très mal parce que je chante pas bien, et ça serait notre hymne qui Bah, est. s'il y a un lien qui existe, je le mettrai en commentaire. Je te la mettrai. Si tes concurrents étaient des personnages de dessin animé, qui seraient-ils? Oh là là, c'est pas sympa ça. Joker. Ah, voilà. Quel est le plat le plus bizarre que tu aies mangé pendant un repas d'affaires? Le plat le plus bizarre. Non, en fait, c'est pas bizarre, mais qui est gênant. Les spaghettis, tout ça, il faut éviter, ça complique. Là, on en On met partout. on est À d'accord. éviter. Bon, la question traditionnelle suivante, je te la pose, mais on la voit derrière toi. Si tu devais créer une mascotte pour représenter l'entreprise, qui Ah oui, serait-il? voilà, bah, notre On voit James, derrière toi notre renard. ouais. Si tu pouvais voyager dans le temps, est-ce qu'il y a une période à laquelle tu aimerais entreprendre? Eh bien, moi, j'aime bien notre période. Tu vois, j'envie pas les autres. Qu'on reste dans notre période actuelle, c'est très bien. Est-ce que tu es plutôt McDo ou est-ce que tu es plutôt gastro? Eh ben, un mix des deux, hein. Il faut varier. Ouais, J'ai le droit de répondre. ouais, voilà. Est-ce que tu es plutôt lundi matin ou vendredi soir? Lundi matin. Dernière question, est-ce que tu es plutôt Elon Musk ou Bernard Arnault? Bah, c'est dur parce que là, c'est deux opposés totales, hein. Bon, et je vais dire Bernard Arnault, mais franchement, c'est parce qu'il faut choisir, hein. Bon. Si des auditeurs souhaitent te contacter, à quelle adresse ou par quel canal doivent-ils prendre contact avec toi? Des auditeurs, Ouais, pour te par poser mail, des questions par ou mail, c'est pour bien. acheter du Boon Manager. Ah bah ça, ils contactent directement. Là, je leur conseille d'appeler directement, de venir directement sur le site. C'est fait pour. Mais si D'accord. jamais c'est pour parler plus conseils, bah, sur mon LinkedIn ou par mail, sans problème. OK, super. Eh ben, écoute Anthony, merci beaucoup pour ton temps. On a tenu 1 heure. J'espère Parfait. que je t'ai pas mis en retard sur ton prochain rendez-vous. Un petit peu, Merci mais c'est très bien. Alors, on a et été. ben, à bientôt. Ciao. Merci à toi.